le Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Alors, la grille de départ, Philippe, est déjà composée et il n'y a pas de surprise. On en parlait tout juste avant de céder la parole pour les cérémonies, que Zach Robichon, jusqu'à présent, est le nom à retenir dans cette série. Zach Robichon, le jeune pilote d'Ottawa, qui parle très bien français. Là, donc la numéro 98, cette Porsche de l'écurie Mark Motors. Vous allez voir en première ligne les deux Porsche de l'écurie Mark Motors. La 98, celle de Zach Robichon, comme on vient de le dire, et puis celle de son coéquipier, tout aussi jeune que lui. C'est un jeune pilote de Toronto, Roman DeAngelis, c'est la 78. Alors si vous voulez les différencier outre le numéro, eh bien sachez que celle de Zach Robichon, c'est le capot à dominance verte avec des décorations noires, et celle de DeAngelis, eh bien c'est le contraire, capot noir avec des décorations vertes. Qu'est-ce que peut faire DeAngelis dans ce départ? Est-ce que c'est vraiment quasiment être porte à porte avec Robichon pour espérer l'éloigner dans un virage sur le circuit? Alors j'ai envie de dire que Roman DeAngelis, il y a la première chose qu'il peut espérer, c'est que Zach Robichon manque son départ. Ça, c'est la toute première chose dont il peut rêver, mais ça n'arrive à peu près jamais. Zach est un super pilote, je dirais du début à la fin, là, il impressionne vraiment Zach Robichon. Donc je pense que dans le cas de Roman DeAngelis, c'est un petit peu ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire sur une relance ou sur un départ, comme on va le voir dans les prochains instants. C'est vrai qu'il peut espérer, compte tenu que les pneus sont froids à ce moment-là, il peut peut-être espérer qu'il y ait un tout petit écart de trajectoire, ou en tout cas, ou que lui arrive à saisir l'opportunité, parce que si Zach Robichon demeure en tête à l'issue de ce premier tour ici à Trois-Rivières, il y a toutes les chances de se dire qu'il va rester en tête de cette course-là. Ça, c'est certain que c'est un pilote extrêmement dominant. Je pense que Tania, tout de suite, a des choses pour nous. Eh bien oui, messieurs, parce qu'hier, il y a quand même eu beaucoup d'actions en piste, malgré qu'on a peu de voitures. On se rappelle, Étienne Bourget a été touché à l'arrière droit, ce qui avait endommagé un petit peu la voiture. On pensait qu'il allait devoir rentrer dans les puits, chose que finalement, il a été capable de rester en piste, de garder le cap et bien évidemment la constance. On se rappelle aussi que Zachary Robichon est un pilote très constant, donc toujours d'excellent temps, ce qui fait en sorte qu'il est capable de s'en aller dès le départ, très loin de Roman DeAngelis. Mais Roman DeAngelis, un pilote d'expérience qui, même en karting, était excellent lors des moments de relance ou encore de départ. Alors, ça devrait être très intéressant de voir les pilotes ce matin dès le drapeau vert. La bonne nouvelle, Philippe, dans tout ça, c'est que Michel Bonnet et James Walker sont en mesure de revenir parce que les deux étaient entrés en collision et ça a été une erreur hier du 83, James Walker. James Walker, le seul pilote américain dans cette série. Donc, tu l'as dit, François, une erreur de sa part. Il avait heurté Michel Bonnet. Ça avait entraîné l'abandon des deux pilotes hier. Mais on est de retour sur la grille de départ. Donc, on vous le rappelle, Michel Bonnet, c'est la 76. James Walker, c'est la 83. Donc, des pilotes qui partent en fond de grille. Là, on a vu un petit peu de poussière. C'est Michel Bonnet. Est-ce que c'était la poussière? Un peu de fumée encore qui s'échappait de sa voiture. Ça semblait peut-être effectivement de la poussière. Bon, il y en a un là qu'on voit zigzaguer actuellement. La voiture numéro 8 de Stéphane Razinski n'a pas été mauvais dans la course d'hier. Non, Stéphane Razinski, le jeune pilote d'Edmonton en Alberta, ce sont ses débuts en Coupe Porsche cette saison. Donc, il vient de la Coupe Nissan Micra. Stéphane Razinski qui avait remporté plusieurs fois l'épreuve de Trois-Rivières en Coupe Nissan Micra. Mais bien entendu, là, la marche est haute par rapport à Nissan Micra d'être aux commandes d'une Porsche 911 GT3 Cup. Le départ très bientôt. La voiture de tête, la Nissan, s'est retirée. Surveillez le signaleur dans la tour. Il devrait agiter le drapeau vert. Alors, le virage Villeneuve. L'accélération dans quelques instants de M. Robichon sur l'avenue Gilles Villeneuve. L'alignement est bon. Le vert est agité. Razinski tout de suite à l'intérieur. Attention, Razinski! Ça passe troisième, Philippe, belle manœuvre. Oui, beau départ de Stéphane Razinski qui a été capable de dépasser Étienne Bourget. Ça lui a permis donc de devancer aussi Remo Ruscitti dans la 96. Donc les deux pilotes Mark Motors, sans surprise, ont conservé les avant-postes, la 98 de Zach Robichon, la 78 de Roman DeAngelis. Mais maintenant, eh bien, c'est Stéphane Razinski en troisième place. On est parti pour les 44 prochaines minutes dans cette dernière finale de la Coupe Challenge Canada GT3. La série Porsche
magnifique voiture encore en piste ce matin. Et on voit la numéro 2 d'Étienne Borja, là, le premier pilote québécois classé dans cette série qui a perdu 2 places au premier virage. Étienne qui va tenter tout de suite, bien entendu, de récupérer au moins une position au détriment de Remo Ruscitti, le pilote de Vancouver. Ça va nous donner de l'action, Philippe. Parce que de voir Étienne Borja 4e, ce qui veut dire qu'il devra pousser la voiture, même il est, je dis 4e, il est 5e. Alors Étienne Borja devra pousser à un moment donné. C'est long, 44 minutes. Il va trouver le moyen de s'ajuster à quelque part. Et là, on voit Roman DeAngelis qui est très, très agressif sur Zach Robichon. On vous le disait, là, c'est maintenant ou jamais pour Roman DeAngelis. C'est dans les premiers tours, alors que les pneus sont encore froids, qu'il doit tenter le tout pour le tout s'il veut espérer devancer Zach Robichon. Vraiment, c'est très, très près. Attendons de voir ce qui va se passer sur la ligne droite du Carmel. Ça, c'est la première fois que Roman DeAngelis, depuis que l'on voit les Porsche en piste ce week-end, qu'il est en mesure là, de vraiment être pas dans l'aile de Robichon, mais à tout le moins dans ses rétroviseurs. Et s'il peut le talonner comme ça pour au moins la moitié de l'épreuve, ce qui veut dire que les deux coéquipiers vont donner un excellent spectacle. Ça devrait être très intéressant, mais comme tu l'as dit, ce sont 2 coéquipiers. Donc, la règle entre coéquipiers, on a le droit de se battre, mais on n'a pas le droit de s'accrocher. Il ne faut jamais oublier. Et du côté de l'écurie Mark Motors, écurie qui est dirigée par une femme d'ailleurs, Lisa Marks, donc une écurie ontarienne, eh bien, c'est certain qu'on prépare beaucoup de voitures, plusieurs Porsche dans la série. Il n'y en a que 2 ce week-end, mais ils ont plusieurs voitures comme ça à disposition. Alors, si vous avez un très bon talent de pilotage, un bon petit carnet de chèques, et puis que vous aimez ça, c'est assurément l'une des très belles séries monotypes, bien entendu, mais un petit peu plus dispendieuse que la Coupe Nissan Micra, voire un petit peu beaucoup. J'en ai encore un carnet de chèques, Philippe. Mais la ligne est bonne pour 3 chiffres, peut-être 4. C'est pas suffisant. Ce ne serait pas nécessairement suffisant, tout à fait. Mais ce sont des voitures exceptionnelles. C'est un petit peu normal que voiture exceptionnelle, tarif exceptionnel, on va dire comme ça. Malgré tout, pour des séries GT3, ça reste une série relativement abordable. Si on compare pas aux autres séries nationales, mais si on compare aux séries internationales de sport automobile, c'est certain que si vous allez en Europe dans les séries Blancpain, si vous allez aux États-Unis dans la série World Challenge ou dans des séries de l'IMSA, la Coupe Porsche est sanctionnée par l'IMSA, mais je parle des séries non monotypes de l'IMSA, ça va coûter évidemment beaucoup plus cher. Il y a 2 pelotons actuellement. Robichon, DeAngelis. DeAngelis, il y a une demi-longueur de retard. Et le deuxième, c'est pour la 3e place, détenue par le numéro 8, Stefan Draginski. Remo Ruscitti est 4e. Et voilà qu'Étienne Borja a commencé à se rapprocher. Mais je vois même la voiture numéro 16 de Jeff Kingsley qui n'est pas tellement loin. Oui, on voit clairement que Stefan Radzinski, même s'il vient de réaliser son meilleur tour, mais c'est en 1.05.3. Les autres pilotes sont en 1.05.4 dans le cas de Ruscitti. Par contre, Étienne Borja, lui, 1.05.328. Donc, de ce groupe de pilotes, pour l'instant, c'est Étienne Borja qui est techniquement, je dirais, le plus rapide. Mais bien entendu, de là, être capable de dépasser, ça va être un petit peu plus compliqué pour Étienne, même s'il a l'expérience du circuit Trois-Rivières, il a l'expérience de la Coupe Porsche. Donc, il faut s'attendre à des manœuvres de dépassement dans ce groupe de pilotes. La 8 de Radzinski, la 87 de Ruscitti et la numéro 2 d'Étienne Borja, voiture préparée par GT Racing, écurie québécoise, propriété d'Éric Côté. Bon, alors, ce qu'il faut surveiller, est-ce que Roman DeAngelis va être en mesure de maintenir le tempo, de garder cette distance derrière Robichon? S'il le fait, comme je mentionnais tantôt, à tout le moins pour la moitié de l'épreuve, ça pourrait être intéressant jusqu'à la fin, s'il maintient ce rythme-là. Bien là, on voit que Zach Robichon vient déjà de passer la vitesse supérieure, si je puis dire, parce que Zach Robichon a tourné son précédent tour en 1.04.605. Donc, c'est certain que Zach Robichon est tout de suite capable de se ménager une demi-seconde d'avance sur Roman DeAngelis. C'est pas beaucoup, une demi-seconde, mais ça fait en sorte que toute manœuvre de dépassement est impossible, bien entendu, dans le cas de Roman DeAngelis. DeAngelis, c'est de garder le tempo, mais sans dire qu'il peut y avoir un moment de découragement, mais de voir Robichon comme ça gruger du temps et de se distancer, ça doit devenir difficile pour le moral à un certain moment donné. Bien, c'est certain que Zach Robichon et Roman DeAngelis, ils se connaissent très bien parce qu'on l'a dit, ils sont coéquipiers au sein de l'écurie Mark Motors dans la Coupe Porsche canadienne. Ils le sont depuis l'année dernière parce que l'année dernière, Roman DeAngelis pilotait une voiture de la catégorie or. Il a été champion dans cette catégorie-là et donc il a été promu, je veux dire comme ça, dans l'équipe avec la nouvelle voiture, la voiture de nouvelle génération, la classe platine. Et c'est vrai que donc ces 2 pilotes qui se connaissent très bien, qui sont également adversaires aux États-Unis, parce que depuis tout récemment, depuis le week-end dernier très exactement, eh bien, Zach Robichon a été invité par une écurie américaine à débuter dans la série Coupe Porsche américaine. Et il a fait relativement bien. Il est arrivé, il ne connaissait pas le circuit.
bonjour, je m'appelle Zach Robichon, je fais la pole position et je gagne les 2 courses. Alors ça a été tout un exploit là au Wisconsin sur le circuit de Road America pour Zach Robichon. Et dans cette série-là, eh bien, Roman De Angelis, lui, est engagé depuis le début de la saison et donc il vise le titre aussi aux États-Unis. J'aime beaucoup actuellement, Philippe, que Jeff Kingsley prenne part à cette course. Actuellement, de la 3e à la 6e place, là, on ne sait pas qui va monter sur la 3e marche du podium. C'est une belle bataille qui se dessine. Pour l'instant, chacun garde un petit peu ses positions. C'est tout à fait normal. On a à peine 6 minutes de fait dans la course. Il reste encore presque un peu plus de 38 minutes à faire, bien entendu. Et donc, c'est vrai que là, on prend le temps de... Les pneus sont maintenant montés en température. On va pouvoir commencer à attaquer un petit peu. Là, on a vu freinage serré, de roue. Freinage serré de Rouchiti. Ça permet à Borja d'être maintenant dans le pare-choc arrière. Virage à l'intérieur. Étienne qui est parti un peu en travers, là, malheureusement. Oui. Dérapage contrôlé. Alors, ce qu'avait perdu légèrement Rouchiti, il vient de le reprendre sur cette déviation de Borja. Oui, tout à fait. Et on voit que ça a failli profiter à Jeff Kingsley parce qu'Étienne, pour l'instant, il en a plein les bras là, avec la numéro 2. Pendant qu'on voit de nouveau Raymond Rouchiti qui bloque sur les freins. Oui, tout à fait. Je pense que la répartition de freinage n'est peut-être pas parfaite dans son cas. Il va peut-être falloir jouer un petit peu avec la manette là-dessus. On sait que les pilotes de GT3 Cup sont capables, ils ont un bouton pour répartir le freinage, donc de mettre davantage de frein sur le train avant ou sur le train arrière. Ils peuvent jouer pendant la course, bien entendu. Ce ne sont pas des réglages qu'on doit faire avant. On est capable de modifier cela, cette répartition de freinage pendant la course. C'est le cas dans beaucoup de voitures GT aujourd'hui dans les grandes courses d'endurance. Alors donc, des Porsche vraiment bien structurés, des Porsche bien montés pour des épreuves de course. C'est-à-dire donc un bouton qui sert à répartir le freinage est quand même assez spécial. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut jouer, même dans des catégories un petit peu plus élevées encore, si on va vers les séries comme la série Endurance Le Mans, des 24 heures du Mans, bien l'IMSA Sports Car, WeatherTech Sports Car de l'IMSA aux États-Unis. Les pilotes, notamment ceux de la classe GT Le Mans, qui sont les voitures les plus évoluées au niveau des voitures GT. Donc, c'est encore 2 évolutions de plus que les Porsche GT3 Cup que vous voyez devant vous. Pour ceux qui se souviennent, c'est à l'époque de l'American Le Mans, lorsqu'elle venait au Grand Prix de Trois-Rivières, eh bien, c'était les voitures de la classe GT1 à l'époque. Et donc, ces voitures-là, les pilotes ont toute une série de réglages qu'ils peuvent faire. Et même avant chaque virage, ils doivent modifier la répartition du freinage. Donc, c'est vraiment tout un travail. Là, c'est pas juste du pilotage. Il faut jouer sur les réglages de la voiture pendant la course à chaque tour. Tania, vous êtes dans les puits. Eh bien oui, messieurs, ce qui va être très intéressant aussi de vérifier et de garder à l'œil, c'est la voiture d'Étienne Borja. On le sait, Étienne, c'est un pilote qui aime être au devant, qui aime justement dominer une course. Par contre, dans sa tête, son mental va peut-être changer au courant de la course parce qu'on course aussi en CTCC un peu plus tard durant la journée. Donc, la mécanique de la voiture doit absolument rester intacte pour le restant de la course. Merci, Tania. Rouchiti, ça faisait quoi? 2 tours qu'il bloquait ses freins, avait de la difficulté et ça vient de se passer. Oui, ça vient de se passer. Étienne est arrivé à l'intérieur de Raymond Rouchiti. Il a vu à la dernière minute, Étienne n'a pas... Je pense qu'il a été un petit peu déconcentré, Raymond Rouchiti. Donc, manœuvre parfaite d'Étienne parce que c'est vrai qu'Étienne a tout simplement dit « je prends la place », mais il n'y a aucun risque d'accrochage. Étienne était parfaitement en contrôle et c'est Rouchiti qui est allé à l'erreur. Donc, pour Étienne Borja, évidemment, une place de gagner de très belle manière. Étienne, on peut le souligner quand même que c'est sa dernière course du week-end, la Coupe Porsche aujourd'hui. Là, donc, il va donner 100% assurément. Il a déjà 3 podiums depuis le début du week-end, si l'on combine avec sa division dans le championnat canadien Touring. Et là, ce matin, s'il réussit à finir 3e, 4e podium pour Étienne Borja, fin de semaine de rêve s'il réussit cet exploit. Ah, ce serait une fin de semaine de rêve, mais là, pour l'instant, il y a quand même tout un client à aller chercher là, avec Stefan Radzinski qui a été capable de prendre un petit peu de distance, bien entendu, qui a bénéficié de cette bataille entre Rouchiti et Borja. Donc, pour le moment, on peut dire que rien n'est fait, François, parce qu'il y a seulement 10 minutes de fête à la course. Absolument. Et à moins aussi d'une relance, ce qui pourrait arriver. Une relance va rapprocher Étienne Borja derrière Radzinski, mais de l'image qu'on vient de voir, Borja n'est pas si loin que de Stefan Radzinski. Non, pour l'instant, il y a à peu près un petit peu moins de 2 secondes, 1 seconde 9 dixièmes au dernier passage de la ligne départ arrivée. Mais on vient de le dire, Étienne est un petit peu pris dans cette bataille avec Raymond Rouchiti. Et donc, c'est certain qu'inévitablement, il va pouvoir retrancher quelques dixièmes de seconde à chaque tour par rapport à son écart avec Stefan Radzinski, présentement 3e, c'est la Porsche numéro 8. Raymond Rouchiti n'a quand même pas de voiture lente, au contraire. Il a une bonne voiture en piste. Il est parmi le top 5 des meneurs
au classement cumulatif de la série Porsche GT3. Faudra peut-être surveiller quand même Rusciti s'il sera en mesure d'aller rejoindre, parce que là, donc, Fenton et Dussault, 77, et 14 ont réussi à passer devant lui. En effet, Patrick Dussault, notamment, le pilote québécois dans la 77, c'est l'une des 3 voitures préparées par l'écurie GT Racing cette fin de semaine. Les autres étant bien entendu Étienne Borja dans la numéro 2 et puis Michel Bonnet dans la 76. Michel Bonnet pilote l'ancienne voiture d'Étienne Borja dans cette Coupe Porsche. Pendant ce temps-là, eh bien, Zach Robichon, lui, augmente son écart. Wow. Meilleur tour en course pour l'instant, 1:04 371. 1 minute 4 secondes 371 millièmes pour Zach Robichon. Là, tout est en plein contrôle pour le jeune pilote d'Ottawa. À 135 km/h. DeAngelis également à 135 km/h. Stéphane Raginski est à 134. Étienne Borja 134. Jeff Kingsley 134. Il y a Dussault à 133. Fenton a réussi avec Rusciti à être à 134 et Walker Bonnet qui complète à 129 et 127 km/h. C'est de surveiller maintenant dans cette épreuve qu'est-ce que va faire Étienne Borja derrière Stéphane Razinski. Il n'est pas tellement loin. Est-ce qu'il va être en mesure de gruger quelques secondes, d'aller en chercher et pouvoir, ou quelques centièmes de secondes pour se rapprocher de la voiture numéro 8 pour l'instant occupe la 3e place. Meilleur tour actuellement en course pour Étienne Borja, une 0,5, 0,64. C'est son meilleur tour. Donc on voit vraiment il a été débarrassé de Remo Rusciti. Et là maintenant Étienne est à l'attaque. Il ne peut pas se permettre non plus d'être trop conservateur parce que Jeff Kingsley en arrière, la numéro 16, est tout de même assez menaçant. C'est une belle surprise de voir Jeff Kingsley se battre comme ça aux avant-postes dans cette épreuve. Donc pour l'instant, les 5 premiers, c'est vrai que les écarts sont stabilisés, mais ça va être intéressant de suivre la progression d'Étienne Borja. Avec 32 minutes et demie à faire à la course, effectivement. Au moment où l'on se parle, on a un très bon spectacle. La position numéro 3 appartient à Raginski, mais je dirais que officieusement oui, officiellement non, parce que je pense que Borja et Kingsley pourraient le menacer, là, certainement. La dizaine de tours qui s'en vient risque d'être intéressante entre Borja, Razinski et Kingsley. Pendant que Robichon, il est partout en piste, dans son couloir. La piste lui appartient. De plus en plus, voilà un autre tour qu'il complète devant son coéquipier, le 78 de Roman DeAngelis. Et on voit l'écart qui se creuse également de la 2e à la 3e. Et Borja s'approche de plus en plus de Raginski. Ça va être intéressant, cette bataille. Oui, puis on voit Stéphane Razinski, la numéro 8 qu'on a présentement sur nos écrans ici au Grand Prix Trois-Rivières. On voit Stéphane Razinski pas nécessairement utilisé dans certains virages toute la trajectoire. Donc pour l'instant, on est assez conservateur du côté de Stéphane Razinski. C'est vrai qu'en début de course, on a beaucoup attaqué. On a déjà usé un petit peu les pneumatiques. Donc je pense que de ce côté-là, on sait très bien qu'Étienne va revenir plus proche. Mais on ne veut pas non plus brûler trop ses pneumatiques du côté de Razinski pour être capable de se défendre face à la menace d'Étienne Borja qui s'en vient. Parce que Razinski, effectivement, doit un peu plus forcer qu'Étienne Borja actuellement, sachant que Borja est derrière lui et qu'il est monté sur le podium. Alors Razinski, c'est probablement ce qui l'attend dans les prochains tours en voyant de plus en plus près dans ses rétroviseurs la voiture numéro 2. 30 minutes et des poussières. Donc, on a quand même déjà un bon bout de chemin de fait dans cette dernière finale dans la série Porsche, qui de plus en plus, en Europe, les pilotes sont de plus en plus nombreux. Et on est en France, on est en Italie. Je pense qu'on est même dans des pays encore... Est-ce que dans le coin de Dubaï ou ces coins-là, je pense qu'il y a des séries Porsche? Oui, il y a la Coupe Porsche du Moyen-Orient qui roule à Abu Dhabi, à Dubaï, au Qatar. En fait, Porsche a des championnats avec des GT3 dans une vingtaine de pays à travers le monde. Alors, il y a parfois des pays qui sont regroupés, comme par exemple en Europe, ils ont une série pour la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Au Moyen-Orient, ils ont une série, donc comme on vient de le dire, qu'ils appellent Moyen-Orient parce qu'on fréquente autant les circuits de Dubaï, d'Abu Dhabi et autres. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents qui roulent dans ces coupes Porsche. Et il y a aussi la Super Cup Porsche, ça c'est on va dire la division au-dessus. C'est des voitures qui sont assez proches des voitures que vous voyez ici en piste au Grand Prix Trois-Rivières, mais on va dire survitaminées. Et cette série-là roule beaucoup en soutien de la Formule 1 lors des Grands Prix européens ou bien asiatiques. Et donc c'est vrai que pour Porsche, eh bien, c'est tout un programme là,
de séries monotypes qu'ils ont un peu partout à travers le monde, outre bien entendu leur implication officielle ou semi-officielle avec des écuries qui les représentent dans différents championnats d'endurance un peu partout dans le monde là aussi. Et c'est une série qui est extrêmement populaire. Les pilotes dans ces pays-là sont très populaires et il y a même des pilotes qui aspirent à graduer dans des séries professionnelles qui voudraient bien courir dans ces séries-là. Ah, c'est certain que pour beaucoup de pilotes, le rêve, c'est justement d'être remarqué, soit par Porsche, soit par un autre manufacturier qui soit dans les séries d'endurance. Le but de ces pilotes-là, la plupart en tout cas, il y a certains qui font ça pour le plaisir. C'est le cas notamment d'Étienne Borja, le pilote québécois, qui lui est aussi un homme d'affaires, qui a gagné à peu près partout. J'ai participé à une course de 24 heures karting au Maroc avec Étienne Borja. Il y a presque 20 ans de cela, on avait eu énormément de plaisir. On avait été disputer les 24 heures karting de Marrakech sur un circuit homologué FIA. C'était une course extérieure et puis on avait adoré ça. De mémoire, je pense qu'on a fini 6 ou 7e. Et c'est vrai que bon, ça, c'est des pilotes amateurs qui s'amusent. Mais pour certains jeunes pilotes comme Zach Robichon, comme Roman De Angelis, comme Stefan Radzinski, les 3 premiers de cette épreuve ici sur le circuit de Trois-Rivières, eh bien, l'objectif, c'est d'être repéré par Porsche ou un autre manufacturier pour faire carrière en endurance, comme on le voit avec d'autres pilotes qui sont passés dans les dernières années dans cette série. On en a glissé un mot hier et la preuve de ce que tu avances, c'est que Michael Grenier, le pilote de la grande région de Québec, précisément de Stoneham, il y a 2 ans, était dans la série Porsche en Italie, a couru dans la série Lamborghini l'an passé. Il remporte le championnat en équipe et cette année court avec maintenant Jaguar dans la série Blancpain GT. Alors, tout est possible. Michael n'a que 24 ans. Alors, tout est possible, évidemment, pour ces jeunes pilotes-là. Absolument. Je pense que ça reste très, très difficile de réussir en course automobile parce que, bien entendu, ça prend des contacts. Si on n'a pas de budget, ça prend énormément de contacts ou alors ça prend énormément de budget. Mais c'est l'un ou l'autre. Soit c'est beaucoup de contacts, soit c'est beaucoup de budget. Et si on a les deux en plus, ben là, c'est certain, jackpot. On peut se rendre très, très loin, bien entendu. Mais pour des jeunes pilotes comme Zach Robichon, Roman De Angelis ou même Stefan Radzinski, bien entendu, c'est pas des pilotes qui ont beaucoup de budget. Il ne faut pas s'en cacher. Donc, pour eux, il faut vraiment réussir, montrer son talent en course automobile. Celui qui le réussit le mieux, bien entendu, c'est Zach Robichon. Je n'hésite pas à le dire. C'est pas pour le flatter spécialement. C'est vraiment parce que je le pense. J'en vois des centaines de pilotes dans toute une série de courses à chaque année. Et pour moi, Zach Robichon, dans les dernières années, c'est celui qui, je dirais, dans le top 5 de ceux qui m'impressionnent le plus. Borja est de plus en plus près de Radzinski. C'est quoi une voiture et demie d'avance? Oh, que Borja commence à menacer Radzinski avec 26 minutes à faire à cette épreuve. Borja n'a pas abandonné la 3e marche du podium et regarde comment il a distancé Kingsley qui pourtant, dans les derniers tours, était dans son pare-choc arrière. Oui, François, on peut dire qu'Étienne Borja, en plus, qui vient de réaliser son meilleur tour, une 0,4,842. Ça, c'est une demi-seconde, plus d'une demi-seconde plus rapide que Stefan Radzinski dans le dernier tour. Alors, vraiment, on voit qu'Étienne Borja est en feu de plus en plus près de Radzinski. Surveillez, mesdames, messieurs, que ce soit sur les écrans extérieurs ou vous le voyez passer en piste de votre position, la Porsche numéro 2 est en quête d'un 4e podium ce week-end, autant combiné dans la série Porsche que la série du championnat canadien Touring. Surveillez la voiture numéro 2. Il est à la recherche de la 3e place. Championnat canadien des voitures de tourisme qui avait une course en soirée vendredi, une course toujours très spectaculaire, évidemment, ici au Grand Prix de Trois-Rivières et puis la seconde épreuve hier. Là, c'est la voiture de Michel Bonnet, 76, qu'on s'apprête à doubler. Michel Bonnet qui aussi court dans 2 divisions. Alors, cette série Porsche, où cette année, pour lui, il est très heureux d'avoir été invité à y participer. Un pilote régulier en Formule 1600. Un ancien champion de la Formule 1600, multiple vainqueur au Grand Prix du Canada, au Grand Prix de Trois-Rivières. Michel Bonnet, justement, donc quelqu'un qui s'amuse beaucoup, un vrai passionné de sport automobile depuis une vingtaine d'années. Avec sa compagnie Damafro, notamment. Je me souviens qu'ils ont commandité à une certaine époque même le Challenge sur glace de Sherbrooke. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours été très, très impliqué dans le monde du sport automobile. Michel Bonnet, un pilote de Saint-Damas. Et là, effectivement, il a loué donc l'ancienne voiture d'Étienne Borja, cette numéro 76. Il est seul dans la classe or. On vous le rappelle, la classe or, ce sont les voitures d'ancienne génération. Les voitures, dans son cas, c'est une 2014. Cette voiture, il n'y a pas tellement de différence, mais malgré tout, c'est une différence. On peut évaluer de l'ordre de 3 à 4 secondes au tour, donc impossible, évidemment, de viser les avant-postes, toute catégorie avec ce type de voiture. Et en Formule 1600, si ma mémoire est bonne, il courait en compagnie de son fils.
Alors, il a longtemps couru effectivement avec son fils Olivier Bonnet, oui, qui lui aussi a été vainqueur ici, qui lui aussi a été champion de la série Formula Tour 1600, Olivier Bonnet. Donc oui, tout à fait, ça a été longtemps la course en famille pour la famille Bonnet. Est-ce que lui est encore actif, Olivier? Non, Olivier, il est parti, en fait, il a fait des hautes études, et puis je pense même qu'il est allé à l'étranger. Oui. Donc Olivier Bonnet a comme arrêté le sport automobile là, pour se consacrer à sa carrière professionnelle, à ses études tout d'abord. Ça doit être quand même spécial lorsqu'on est en piste avec son fils. Il y a dans la Coupe Nissan Micra Michel Barrette qui est là avec ses deux fils. Pas Olivier, mais Michel Bonnet qui courait avec son fils. Ça doit être quand même un feeling assez particulier. Oui, dans la Coupe Nissan Micra, il y a aussi Alex Abridge qui pilote avec son fils Michael Abridge. Ce sont un duo père-fils qui ont engagé Olivier Bédard pour les aider, on va dire, dans tout ce qui est pas forcément préparation, mais plutôt coaching en course automobile. Donc oui, il y en a plusieurs comme ça, des duos père-fils ou simplement la course en famille, je dirais. C'est toujours très intéressant pour beaucoup. Ça reste une passion, le sport automobile. Puis c'est vrai qu'il faut toujours être capable d'avoir ses airloos pour pouvoir passer beaucoup de temps sur la voiture de course ou lors des week-ends de course. Alors pourquoi pas le faire en famille? C'est une manière intéressante pour beaucoup là, de profiter comme ça de la vie de famille et de la vie en sport automobile. Mais il faut dire que c'est pas rare parce que quand on regarde les noms de Andretti, quand on regarde les noms de Wallace, quand on regarde les noms de Petty, alors je pense que des familles, hein, il y en a eu quand même dans le sport automobile. Autant justement dans la monoplace que dans les véhicules stock car. Ah oui, tout à fait. On va dire Andretti Hunter ont été longtemps symboles. Alors que là, on voit donc Patrick Dussault qui prend un tour à Michel Bonnet. Patrick Dussault, bien entendu, dans la 77 voiture de la classe platine. Dussault toujours accroché à cette 6e position. Pas menacé directement par Michael Fantin dans la 14 en arrière de lui, mais pas menaçant non plus pour Jeff Kingsley dans la 16. Pour l'instant, un écart de l'ordre de 7 secondes entre Jeff Kingsley en 5e place et Patrick Dussault en 6e. Et là, on voit de plus en plus Étienne Borja. Pour l'instant, l'écart s'est stabilisé. Là, pour l'instant, Borja tourne de l'ordre de 1 centième de seconde plus rapidement que Radzinski. Mais il reste encore 22 minutes. On est à mi-course, François. Exact. Il y a Ray Hall également, dont le fils est en Formule Indy. Bref, il y en a eu des pilotes qui, quand même, ont suivi le paternel ou en tout cas ont suivi ce que la famille faisait comme passion. Et c'est ça qui a été... c'est ça qui est toujours intéressant de voir. Ah oui, effectivement, lui, son père ou son grand-père a fait ça. Alors, toujours intéressant. Et même Mario Andretti, évidemment, est toujours, je pense, très à l'affût de ce qui se passe avec les petits-fils et de ce que fait Michael, son fils également, comme propriétaire d'écurie. C'est toujours intéressant de suivre, à savoir, et faire un peu les comparaisons. Il faut dire que les voitures n'étaient pas, mais pas du tout les mêmes dans les temps de Mario Andretti et compagnie, mais quand même, on peut voir que le talent, les hormones sont à la bonne place, c'est-à-dire que le talent suit de ce qui a été fait dans le passé. Ben, quand on parlait de pilote passionné, Mario Andretti, ça a été non seulement l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la course automobile, mais un authentique passionné. Mario Andretti qui est encore impliqué en IndyCar. Il pilote notamment la voiture biplace là, pour les invités avant le début de chaque course. Il a manqué, je pense, une course récemment, mais c'est parce que son épouse, la mère de Michael, est décédée récemment. Michael Andretti qui est devenu veuf. Mario Andretti, pardon, qui est devenu veuf. Mais sinon, pour le reste, c'est vrai que la famille Andretti, c'est une famille de légende dans le monde du sport automobile, bien entendu. Alors attention, on est encore... ça, c'est notre ami, est-ce que c'est Ruscitti? C'est Ruscitti qui chasse la voiture numéro 14, Michael Fantin. Raymond Ruscitti qui remonte après sa petite gaffe de tout à l'heure lorsque Étienne Borja l'a dépassé. Donc Raymond Ruscitti, on voit comment ces voitures, les pilotes sont tous à la limite hein, parce que Raymond Ruscitti, tu le disais tantôt, François, il a fait d'excellents chronos, mais malgré tout, il n'était pas encore remonté au-delà de la 8e position. Donc c'est vrai que ces voitures GT3 Cup, ce sont quand même des voitures assez difficiles à piloter à la limite. Et un pilote qui perd du temps, comme l'a fait Raymond Ruscitti tout à l'heure, eh bien, la remontée est toujours extrêmement difficile. Pour l'instant, donc, cette bataille pour la 7e place entre la 14 de Fantin et la 96 de Ruscitti. Alors, encore avec précisément 20 minutes à faire à cette finale de Coupe Canada Challenge, la série GT3 en Porsche. Les 10 voitures sont encore en piste. Pas eu d'accrochage. Il y a eu une sortie. C'est celle, donc, de Ruscitti parce que Borja lui mettait de la pression à l'intérieur et pour éviter le contact, a décidé de tout simplement freiner et d'accoter le pare-choc avant dans le muret de pneus. Mais sinon, ça se passe très bien.
Robichon, Cavalier seul. DeAngelis fait de son mieux en deuxième. Mais j'ai hâte de revoir notre ami Borja. Où est-il situé derrière Stefan Rasinski? Parce que les dernières images que nous avions, M. Borja était très, très près de la troisième marche du podium. Oh, le Michael Fenton tête à queue. Mon Dieu. Est-ce que je suis un prophète de malheur? Je viens de dire qu'il n'y avait eu qu'une seule petite sortie. Et là, on vient de frapper le mur en dérapage. Une autre. Michel Bonnet. Michel Bonnet, le numéro 76. Bon. Alors, il y aura une relance, mon ami Philippe, peut-être. À moins qu'on revienne immédiatement sur le vert. Pour l'instant, c'est un jaune fixe. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec M. Fenton? Il perd l'arrière dans le virage, à la sortie du virage numéro 2, là, au début de la descente vers la porte du Plessis. Le pilote arrière, jusqu'à quel point peut souvent faire une erreur fatale pour le pilote qui le précède. Et Michel Bonnet, lui, c'est dans le virage numéro 1. C'est ce qui explique donc ce drapeau jaune qui a été présenté à la ligne de départ arrivée. Alors, pour l'instant, donc, on parle d'un jaune fixe. Alors, est-ce que la voiture qui était face au trafic et qui était à côté dans le mur a été en mesure de repartir ou si on aura besoin des services de remorquage? Ben pour l'instant, en tout cas, on ne parle pas de neutralisation, comme je le disais. Donc, c'est simplement un seul drapeau jaune. Hein. Si vous voulez voir vraiment la différence, lorsque vous voyez double drapeau jaune, là, c'est une neutralisation. Ouais. Lorsque le signaleur à la ligne de départ arrivée présente deux drapeaux jaunes côte à côte, c'est donc une neutralisation. Lorsque c'est un seul, c'est simplement donc pour signaler qu'il y a un incident au virage numéro 1. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un jaune localisé. Donc, les pilotes doivent ralentir à l'endroit où il y a l'incident. Dans ce cas-ci, c'était donc le tête à queue de Michel Bonnet. Mais on voit qu'il est reparti puisque Zach Robichon, le meneur, vient de passer dans ce fameux virage numéro 1 du circuit de Trois-Rivières. Zach Robichon toujours confortablement en tête, François, avec 4,6 secondes d'avance sur Roman DeAngelis. C'est certain qu'on ne pourra pas dire que c'est une promenade de santé parce que piloter ces voitures, à la limite, ça reste énormément physique et beaucoup de concentration. On a souvent vu des pilotes qui avaient comme ça une très grosse avance et puis qui allaient ultimement perdre cette avance-là parce qu'il faut une petite erreur. Là, on voit Michel Bonnet qui concède un autre tour à Stefan Rasinski. Oh, il a largement distancé Borja. Qu'est-ce qui s'est passé avec Étienne Borja qui, pourtant, les dernières images que nous avions il y a à peu près 3 ou 4 minutes, Borja était presque dans le pare-choc arrière de Rasinski. Est-ce que Borja aurait dérapé à un certain endroit sur le parcours? Ouais, Étienne qui se retrouve maintenant relégué un peu plus de 2 secondes et demie de Stefan Rasinski. Bien qu'il lui reste encore 16 minutes et demie à Borja pour tenter de revenir à la charge. Ah, mais quand même, je pense qu'il pourrait revenir. Il a encore suffisamment de temps, à tout le moins, pour espérer cette troisième marche du podium. Oui, on le voit dans l'image, lorsque on est capable de voir les deux voitures dans la même image, normalement, la distance n'est pas tellement grande. Étienne Borja qui en effet a récupéré 4 dixièmes de seconde dans le dernier passage sur Stefan Rasinski. Donc voilà, Étienne Borja de nouveau à l'attaque. Peut-être qu'il avait été tout simplement gêné par un retardataire, là, ce qui expliquerait pourquoi il avait perdu un peu de temps tout à l'heure. Mais pour l'instant, donc, Étienne Borja à nouveau à l'attaque. On parle d'un écart de 2,2 secondes entre Rasinski, la numéro 8, en 3e place, et Borja, la numéro 2, en 4e place. Qu'est-ce qui reste à venir dans cette série, Philippe, d'ici la fin de la saison? Pas beaucoup de courses, Il reste un seul programme double. C'est dans 2 semaines sur le circuit de Mosport en Ontario, le Canadian Tire Motorsport Park, comme on l'appelle maintenant. Ce sera donc la finale de la saison 2018 pour les concurrents de la Coupe Porsche canadienne. Ce qui fait qu'en principe, on devrait couronner M. Robichon comme grand champion de la saison parce que vraiment, là, sa voiture, elle est parfaite. Oui, de toute évidence. La seule chose qu'il y a, c'est que DeAngelis, en terminant tout le temps 2e, étant donné que les écarts sont relativement faibles en termes de points, oui. Le premier en Coupe Porsche marque 35 points, le deuxième 32. Oui. Donc DeAngelis, en marquant toujours 32 points, bien Robichon est capable chaque fois de lui grappiller, on va dire, à peu près 6 points par fin de semaine. Oui. Donc c'est certain que Zach Robichon ne peut pas se permettre quand même à ce qu'il y ait une grosse malchance à une course qu'il ne pourrait pas participer ou un abandon dès le début de la course. Ça pourrait être coûteux pour lui quand même pour le championnat. Mais pour l'instant, effectivement, Zach Robichon est en plein contrôle de la situation. Alors, avec encore très exactement 15 minutes à disputer dans cette dernière finale du Challenge Cup GT3 dans la série Porsche, Étienne Borja accuse toujours un léger retard derrière Stefan Rasinski, la voiture numéro 8, pendant qu'on voit justement le meneur Zach Robichon qui lui aussi
doit avoir un balai à côté de lui dans la voiture parce qu'il va passer le coup de balai ce matin dans la série Porsche. Roman De Angelis. Je pense que l'empreinte de ses souliers de course, ils sont encore sur la deuxième marche du podium. Mais Étienne Borja, ses empreintes pourraient disparaître au moment où on se parle, à moins qu'il continue de mettre une pression sur Stefan Raczynski. Pour Étienne, c'est un tour plus vite et un tour plus lent là, de ce temps-ci pour le moment. Donc, il vient de reperdre 4 dixièmes au dernier tour sur Stefan Raczynski. Donc, l'écart est de nouveau stabilisé à 2,6 secondes entre la 3e place de Stefan Raczynski et la 4e d'Étienne Borja. Soulignons, François, que pour l'instant, il reste encore 9 voitures en piste, puisque Michael Fenton dans la 14, suite à son tête à queue au virage numéro 2 tout à l'heure, n'est plus en piste. Il vient d'entrer dans les puits, Michael Fenton, ou en tout cas, on a retiré la voiture, on l'a mis dans une zone de dégagement pour évidemment être en mesure de reprendre sous le drapeau vert en piste, pendant que Zach Robichon complète un autre tour. Son meilleur étant 1,0437 dans une vitesse moyenne à 135 km/h. C'est presque 136 km/h. Alors, Philippe en parlait dans notre mot d'ouverture que ce sont les voitures les plus rapides que l'on voit en piste ce week-end au Grand Prix de Trois-Rivières. Et vraiment, elles sont bien équipées, elles sont bien préparées pour atteindre ces vitesses de pointe. De vraies voitures de course, c'est certain que le 135, c'est la moyenne au tour. Oui. Donc, vraiment, on roule beaucoup plus vite, c'est certain, sur la ligne droite du Carmel. Mais juste une petite précision aussi, quand on voit Zach Robichon qui a 4 secondes et 6 dixièmes d'avance sur Roman De Angelis, c'est bien Zach qui tourne à peu près une demi-seconde plus lent que son meilleur chrono. Donc, croyez-le ou non, mais il économise un petit peu ses pneus pour l'instant, advenant le fait qu'il y ait une relance et que là, il soit obligé d'attaquer à nouveau en fin de course. Donc, on peut dire que la situation est plus que sous contrôle là, pour Zach Robichon dans la 98 qui mène confortablement cette épreuve. Borja accuse 2 secondes de retard derrière Raczynski. Il lui reste 12 minutes et demie pour espérer un 4e podium. Est-ce que ce sera possible? La première déduction, ce serait une relance. Est-ce que ça va arriver? On n'en est pas certain. La deuxième des choses, une erreur de Raczynski dans un virage permettrait à Borja de passer 3e. Puis la 3e solution, c'est à Borja d'essayer de maintenant tirer tout ce qu'il peut tirer au maximum de sa voiture. Et est-ce qu'avec 12 minutes, son équipe peut lui dire « OK, tu peux commencer là, vraiment à tes pneus. On s'en fout des pneus. Pousse la voiture pour espérer la 3e place. » C'est certain que pour l'instant, avec un écart de 2,5 secondes, il faudrait vraiment que ça soit très constant de la part d'Étienne. On voit le dernier tour, il a tourné 1 dixième de seconde plus rapidement que Stefan Raczynski, mais ça ne suffit pas, bien entendu, avec seulement 11 minutes à faire à l'épreuve. Rendons quand même hommage à Stefan Raczynski, le pilote d'Edmonton, parce que cette 3e place, il ne l'a pas volée. Il a dépassé deux concurrents grâce à un départ fantastique. Ouais. Effectivement, il a pris la 3e place à ce moment-là et il a été capable tout de suite de stabiliser sa position. Donc, vraiment une très, très belle performance de la part de Stefan Raczynski. Pendant ce temps-là, eh bien, on a toujours Jeff Kingsley en 5e place et Patrick Dussault en 6e position. Patrick, c'est probablement pas la saison qu'il aurait voulu avoir en Coupe Porsche. Il a eu différents soucis, notamment un accident à Toronto qui avait endommagé sa voiture, qui l'a empêché de participer à la 2e course. Donc, c'est vrai que pour Patrick Dussault, son talent mérite assurément plus que la 6e place qu'il occupe actuellement. Mais différents petits soucis. Il y a des saisons comme ça. Je pense qu'il faut se satisfaire de son sort et puis revenir plus fort la saison d'après lorsqu'on vit une saison de même. Est-ce que des pilotes qui, sans dire sont à la retraite, mais se cherchent toujours de temps en temps un travail pour participer à certaines courses? Je pense évidemment, le nom qui nous vient en tête, évidemment, est celui de Jacques Villeneuve. Bertrand Godin, je lisais les journaux ce matin, disait s'il avait encore une invitation en Formule 1600 l'an prochain, il est certain qu'il va revenir. C'est des gars qui ont cette passion. C'est des gars que, tant qu'ils ont la santé, ils veulent être dans une voiture de course. Est-ce que c'est des séries comme celle-ci qui peuvent être possibles pour eux autres? Je dirais oui et non. Le problème de la Coupe Porsche, c'est que ça réclame quand même des budgets. Ce sont des voitures sophistiquées, ce sont des voitures avec beaucoup de technologie, donc ça réclame des budgets tout de même nettement plus importants que dans des séries comme la Formule 1600 ou la Coupe Nissan Micra, pour prendre ces deux-là, qui sont les plus abordables des séries qu'on voit en piste aujourd'hui. Mais c'est certain que, ou même la série de Stock Car, le championnat canadien de Stock Car, voire même la NASCAR Pinty's, je dirais que la Coupe Porsche, voiture de haute technologie, voiture très rapide, on le dit
dit, on le répète, ce sont les voitures les plus vite en piste ce week-end sur le circuit de Trois-Rivières. Donc c'est certain qu'inévitablement, ça va avec des budgets plus conséquents, je dirais, que ce qu'on va retrouver dans des séries comme la Formule 1600. Donc, pour un pilote comme Bertrand Godin, en plus, Bertrand n'a pas nécessairement un historique de beaucoup de courses disputées dans des voitures GT. Donc, pour lui, je pense que c'est un naturel d'aller davantage vers une série comme la Formule 1600. Bertrand, il avait roulé il y a 2 ans en Coupe Nissan Micra. Il avait fait quelques épreuves. Il avait très bien fait là aussi. Mais c'est vrai que pour lui, je pense de retrouver, en plus, il a retrouvé le châssis Migal, qui était le fabricant, le manufacturier de châssis avec lequel il était allé disputer des saisons en France, en championnat de France de Formule Ford dans les années 90. Il avait été 2 fois vice-champion de France. Donc pour lui, il y a tout un historique, on va dire comme ça, qu'il a retrouvé en participant aux épreuves à la fois au Grand Prix du Canada en juin et bien entendu ici au Grand Prix de Trois-Rivières ce week-end en Formule 1600. La surprise chez Bertrand Godin, c'est lorsqu'il a dit hier, ma dernière victoire remonte en 1998. Oui, et en fait, je dirais que dans le cas de Bertrand, en monoplace, à ma connaissance, c'est même 97 en Atlantique. Parce qu'en 98, il avait roulé en Formule 3000 en Europe avec une voiture qui n'était absolument pas compétitive. C'était l'exemple parfait, justement, de Bertrand, qui était 2e pilote dans une écurie qui, à la base, jouait le titre. Sauf que ce qui arrive, c'est que Bertrand lui est arrivé avec un budget nettement inférieur à celui de son coéquipier. Et on lui avait donné ni plus ni moins, dans certains cas, que des pièces de réserve qui devaient aller sur la voiture de son coéquipier. Alors c'était un petit peu déplorable les conditions dans lesquelles Bertrand avait dû rouler en Formule 3000. C'était l'antichambre de la Formule 1. Et puis évidemment, eh bien, tout le monde voyait cette série-là. Mais Bertrand n'était pas dans des conditions pour briller dans cette série-là, malheureusement. Mais sinon, avant cela, eh bien, c'était ses 2 victoires en 97 en Formule Atlantique, au temps de l'écurie Players Foresight. Les victoires au circuit Gilles Villeneuve, justement, soutien du Grand Prix du Canada de Formule 1. Et puis une semaine ou 2 plus tard à Cleveland, en Ohio, en soutien de l'IndyCar, la Champ Car à l'époque. Donc Bertrand Godin qui avait brillé en Formule Atlantique dans ces années-là. Philippe, attention. Borja avait 2 secondes, point 6 de retard. Avait 2 secondes, point 1 de retard. Il a 1 seconde, point 4 de retard. Il est derrière Razinski. Razinski qui a tourné son dernier tour en 1.06.016. Ça, c'est vraiment plus lent que d'habitude parce que pour vous donner une idée, les meneurs comme Zach Robichon tournent dans leur dernier tour en 1.04.7 et Étienne, lui, bien 1.05.3. Ça veut dire qu'il a été capable de retrancher 7 dixièmes de seconde tout de suite au temps de Stéphane Razinski. Alors, plus besoin de regarder l'écran chrono. Là, on regarde l'écran, on regarde les voitures en piste et on voit que l'écart est vraiment beaucoup plus faible. C'est parti pour les 7 minutes à faire entre Razinski et Borja pour la 3e marche du podium. Mais attention pour Borja, un 4e podium cette semaine. Il est derrière Razinski pour le prochain tour. Est-ce que Borja va nous démontrer son talent dans une manœuvre de dépassement dans les prochains tours? Mais on voit l'Étienne très à l'attaque, là, qui sort plus large du Villeneuve. Oh, Razinski qui bloque les roues en plus. On fait faire l'erreur à Razinski du côté de Borja. Attention, il l'a fait tantôt contre notre ami Rouchiti. Est-ce qu'il va faire la même chose à Razinski? On est tombé à moins d'1 seconde l'écart entre les 2 pilotes, 8 dixièmes de seconde au passage de la ligne d'arrivée. Puis sachant que Stéphane Razinski vient encore de bloquer un petit peu les pneus, là, donc pour l'instant, c'est tout bénéfice pour Étienne. Pas encore en position nécessairement de l'attaquer au bout de la ligne droite du Carmel, mais suivez ça. Oh, attention! Étienne Borja en quête d'un 4e podium. Il est dans le rétroviseur de gauche et de droite de Stéphane Razinski. La moindre erreur de Razinski va laisser passer Borja. 6 minutes à faire et là, il y a du spectacle. Je disais que la majorité des épreuves, c'était les 4 dernières minutes. Mais celle-ci, ça a commencé plus tôt avec Borja. Et on voit Stéphane Razinski qui a vraiment de la misère. Il va vraiment devoir se défendre beaucoup face à Étienne Borja qui maintenant est seulement, on voyait vraiment dans ses roues là, l'écart de moins d'une demi-seconde, 3 dixièmes de seconde très exactement au passage de la ligne d'arrivée entre les 2 pilotes. Ce sera donc le boulevard du Carmel qui va être intéressant à la sortie de la porte du Plessis. Hein? Ça va être là l'accélération entre les deux. Voyons voir. L'expérience d'Étienne Borja, la Porsche GT Racing numéro 2. Stéphane Razinski, lui, saison recrue en Coupe Porsche, c'est la numéro 8. Borja en a vu d'autres. Razinski, pilote recrue. C'est une question de tour. C'est certain que l'équipe à Borja lui dit t'as encore 5 minutes pour tenter une manœuvre. Exactement. Je pense que pour l'instant, Étienne, eh bien, il y a tout intérêt à mettre de la pression sur Stéphane Razinski, pousser éventuellement Stéphane à la faute. C'est de savoir lequel des 2 pilotes sera le meilleur.
à savoir qui ne commettra pas d'erreur. Ça pourrait être les deux et Raczynski rester comme ça jusqu'à la fin. Ça pourrait rester comme ça, mais pour l'instant, en tout cas, avec 4 minutes 40 à faire à l'épreuve, je pense que c'est vraiment un duel très, très intéressant. On ne l'espérait plus, mais là, on voit vraiment quelque chose d'une fin de course très intéressante. Là, pour l'instant, Étienne qui est retombé un petit peu au-delà de la demi-seconde. Ouais, il a glissé un petit peu, Étienne. Donc, c'est vrai que c'est pas encore gagné pour Étienne Borja d'aller chercher ce nouveau podium. Non, parce que là, actuellement, il pousse la machine pour vraiment y aller de ce 4 ans. Il est à la sortie de la porte du Plessis dans son pare-choc. Est-ce que Borja, les pneus vont résister? Est-ce qu'il aura assez de puissance pour doubler? Ah, la manœuvre à l'intérieur! Au même endroit que Ruciti, c'est fait! Étienne Borja est troisième en quête d'un quatrième podium avec 4 minutes à faire. Excellent dépassement, manœuvre parfaite. Il était un petit peu mieux sorti que Stefan Raczynski et donc Étienne Borja a été capable de profiter de l'aspiration et puis faire l'intérieur au pilote albertain au bout de la ligne droite du Carmel. Étienne Borja, troisième. Il connaît ce parcours de piste, Borja. Un petit travers, par exemple, d'Étienne. On va revoir de quelle manière encore il a exécuté ce dépassement. Ouais, il arrive au freinage, il ne se met pas trop à l'intérieur, ce qui est parfait. Ça lui permet comme ça de ne pas trop ouvrir la porte en sortie de virage à Stefan Raczynski. Raczynski, il le comprend tout de suite, il se replace en arrière. Il voit que le dépassement de Borja était parfait, qu'il n'y avait pas possibilité pour lui de répliquer. Étienne Borja qui même là déjà commence à distancer Raczynski avec 3 minutes, ce qui veut dire que normalement, on serait peut-être dans les 2 derniers tours de cette finale de la Coupe GT3 Challenge Cup. Niveau canadien, évidemment, ou M. Robichon, qui, lui, depuis le départ, depuis le drapeau vert, oui, a été talonné les 3 premiers tours, mais on sentait que les pneus commençaient à se réchauffer. J'ai envie de dire que c'est une copie conforme pour Zach Robichon, copie conforme de la course d'hier. C'est certain que cette fois-ci, il n'y a pas eu de neutralisation, donc il n'a même pas eu ce stress-là de devoir composer avec une éventuelle neutralisation et de perdre ainsi son avance. Non, pour l'instant, Zach Robichon, il a terminé à la course d'hier, pour vous donner une idée, avec 5,523 millièmes d'avance sur Roman De Angelis. Il possède présentement 5,539 millièmes d'avance. Alors, c'est à croire qu'à quelques millièmes près, là, il est tout à fait capable de rééditer exactement la même performance. Selon le chrono, normalement, ce serait peut-être l'avant-dernier tour lors du prochain passage, mais attention, le signaleur pourrait peut-être même dire que ce sera le dernier tour. On va surveiller si le signaleur va agiter le drapeau blanc et le panneau blanc. Oui, on va voir ça pour l'instant. En tout cas, les écarts sont stabilisés parce que dans le cas d'Étienne Borja, il a été capable tout de suite d'aller chercher presque 1,3 secondes d'avance, 1 seconde et 3 dixièmes sur Stefan Raczynski. Alors, Robichon sur l'avenue Gilles Villeneuve. Est-ce que c'est le drapeau blanc avec 1,40 à faire? Alors, c'est l'avant-dernier tour. Alors, 2 tours encore probablement pour nos pilotes devant M. De Angelis. Et on voit cet écart là pour l'instant. Donc, Roman De Angelis qui a abandonné évidemment toute idée de pouvoir aller chercher son coéquipier Zach Robichon. Roman De Angelis, une 0,5-0,01 le dernier tour. Robichon, une 0,48. Donc, pour l'instant, tout est vraiment stabilisé entre les deux pilotes de l'écurie Mark Morters. On se dirige vers un nouveau doublé entre ces deux pilotes. Zach Robichon, le pilote d'Ottawa, qui vraisemblablement à l'autre sortie de piste pour la voiture 83, c'est celle de James Walker. Ouais, James Walker qui avait envoyé Michel Bonnet en tête à queue hier. James Walker, le seul pilote américain qui dispute cet événement dans la Coupe Porsche cette fin de semaine. Il vient du Texas. Alors, ça ne s'est pas très bien passé pour James Walker. Donc, hier, là, aujourd'hui, en tête à queue. De toute façon, il était en 8e place. Pour l'instant, ça ne change pas vraiment la position pour lui. Zach Robichon, Porsche numéro 98. Voilà, madame la signaleuse. Drapeau blanc, ça indique le dernier tour. Dernier tour pour Zach Robichon dans cette 98. Un véritable tour d'honneur pour le jeune pilote d'Ottawa qui poursuit sa moisson de victoires. Ça va lui faire une 4e victoire en 8 jours parce qu'il a gagné les 2 courses de la série américaine le week-end dernier sur le circuit de Road America à Elkhart Lake au Wisconsin. Et là, il récidive avec sa voiture de l'écurie canadienne Mark Morters cette fin de semaine à Trois-Rivières. Alors, Zach Robichon qui viendra avec son balai sur le podium pour balayer la première marche un petit peu et enlever la poussière pour lui. Et si on regarde François, Zach Robichon, qui est un pilote domicilié à Ottawa, qui parle très bien français,
donc des francophones. Jusqu'à présent, cette fin de semaine au Grand Prix de Trois-Rivières, il y a juste eu des pilotes québécois, à tout le moins francophones, qui ont remporté des épreuves. Alors, Robichon, DeAngelis et Étienne Borja nous réservent ça dans les 6 dernières minutes de course. Elle était à 2 secondes, point 6. On se demandait un peu ce qui se passait. Et c'est quand j'ai vu le 2 secondes, point 1, je me suis dit, oh, peut-être que Borja affiche ses couleurs. Il l'a fait pendant que Zach Robichon, c'est un week-end parfait dans la série Porsche. Roman DeAngelis, deuxième. Et surveillons l'entrée du numéro 2. Étienne Borja, troisième, qui est, voilà, est-ce que c'est lui qui s'amène? Ouais, il y avait quand même un écart d'une quinzaine de secondes entre les deux premiers. Et puis Étienne Borja, voilà, en troisième position. Quatrième podium pour le pilote d'Ottawa, la Porsche numéro 2 d'Étienne Borja. Quelle remontée du pilote d'Ottawa. Vraiment, il a talonné Rajinski pendant un bon bout de temps. Étienne Borja, pilote montréalais, en fait, qui possède un concessionnaire. Robichon d'Ottawa, pardon. Robichon d'Ottawa, oui, c'est ça. Pilote montréalais, Étienne, il vit à Montréal, possède des affaires, dont un concessionnaire Ford à Saint-Basile. Pendant qu'on va revoir ce résumé de cette dernière finale de la série Porsche, regardez la voiture numéro 8, la rouge et noire, à l'intérieur. Je pensais même à un moment donné qu'il chargeait pour la première position. Superbe départ de Stefan Radzinski, là, qui a été capable donc de dépasser Étienne Borja et Remo Ruscitti par l'intérieur pour se coller aux deux pilotes de l'écurie Mark Motors au virage 2. C'est la manœuvre de Borja au même endroit, la même descente où il force Ruscitti à appliquer les freins et légèrement à aller toucher le muret de pneus. Michel Bonnet sentait la pression de Ruscitti. C'est lui qui a rendu la monnaie, mais à Michel Bonnet, évidemment, lorsqu'il a tenté la même manœuvre. Oui, c'était à queue de Michel Bonnet qu'on voit donc au virage numéro 1. Michel Bonnet qui est reparti, qui va terminer 9e. Et là, c'est le dépassement d'Étienne Borja sur Stefan Radzinski. 6 minutes à faire à l'épreuve et n'a jamais été menacé de nouveau. Rajinski n'a pas été capable de venir coller Borja et de le menacer peut-être pour reprendre cette troisième position. Et Zach Robichon, de bout en bout, week-end parfait, est venu croiser la ligne d'arrivée et s'est vu encore une fois remettre le drapeau à damier devant Roman DeAngelis, son coéquipier, la Porsche numéro 78 et la voiture numéro 2, le pilote de Montréal, Étienne Borja, 4e podium. Lui, il va se souvenir de la 49e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Performance exceptionnelle tout au long de la fin de semaine d'Étienne avec la même voiture, la même équipe. Il faut le souligner quand même parce que c'est vrai qu'il a roulé donc avec cette Porsche GT3 Cup GT Racing à la fois dans le championnat canadien des voitures de tourisme et puis dans la Coupe Porsche GT3 Canada. Alors donc, dans quelques instants, bien sûr, ce seront les cérémonies au podium pour nos 3 pilotes. En vous rappelant, bien sûr, qu'il y a encore de l'action et beaucoup d'action à venir d'ici le reste de la journée. La Coupe Micra Nissan sera la prochaine épreuve à vous être présentée. Est-ce que M. Barrette sera en mesure de prendre le volant? Est-ce que on a bu de l'eau en masse? Oui, j'ai croisé sa conjointe dans l'ascenseur ce matin, puis on lui a demandé des nouvelles de Michel, et puis elle nous a dit que oui, c'était simplement un petit coup de chaud. Là, il n'y avait vraiment aucune raison de s'inquiéter quant à la santé de Michel Barrette. Donc, tout va bien pour lui. Est-ce qu'il va courir avec un ice pack dans le cou? Il y en a beaucoup qui utilisent des glacières et puis qui ont effectivement la possibilité de s'alimenter comme ça. Ça, c'est le tableau officiel donc du top 5 avec la voiture 98 de Zach Robichon. Son coéquipier, la voiture 78 de Roman DeAngelis. Étienne Borja, la Porsche numéro 2, termine 3e. Stefan Rajinski, voiture numéro 8. Et Jeff Kingsley, la voiture numéro 16, termine respectivement 4e et 5e, alors que le Montréalais Patrick Dussault, voiture 77, complète en 6e. Remo Ruscitti, qui n'a pas été tout à fait en mesure de faire une remontée, alors qu'Étienne Borja l'a forcé à appliquer les freins, termine 7e. L'Américain James Walker, 8e. Michel Bonnet, 9e. Et finalement, malheureusement, Michael Fenton, qui a frappé le mur à un moment dans la course, a été forcé à l'abandon, termine en 10e position. Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières.